retrouver ce soir autour du thème sur la rencontre d'Abdelkader, Mounir Abdelkader. Dieu m'a ravi, un moment illusoire, et m'a rapproché de mon moi réel. Et la disparition de la terre a entraîné celle du ciel. Le voyage a atteint son terme. Et ce qui est autre que lui a cessé d'exister. Toute attribution, tout aspect, toute relation étant abolie, l'état originel est rétabli. Mounir Abdelkader, expérience spirituelle, décrit spirituel. Cette ouverture de conférence dans le cadre qui est celui du forum comme événement culturel permet de rétablir un positionnement sur l'Orient et l'Occident et peut-être même de sortir et de commencer à sortir d'une binarisation d'entendement, c'est-à-dire d'une opposition un peu facile entre l'Orient et l'Occident, entre ce qui serait l'âme et le corps, entre ce qui serait l'esprit et la matière, ce qui serait le ciel et la terre, etc. etc. Alors, je vais vous poser la question, peut-être comment se fait-il qu'un professeur de faculté de médecine de Montpellier, habitué à enseigner dans cet amphithéâtre, se trouve ici pour parler peut-être un peu d'Abdelkader. Mon objectif, c'est de faire connaître Abdelkader par Fawzi Kani dans toute la France. Il est normal que nous commencions par Montpellier, par la faculté de médecine de Montpellier, puisqu'il fallait 9 siècles. Nous sommes la plus ancienne faculté de médecine d'Europe et elle a reçu tout le patrimoine de tout ce que les médecins juifs, arabes et chrétiens ont pu apporter à la santé humaine. La connaissance, comme le mot étymologiquement le signifie, c'est connaître avec, c'est-à-dire naître avec, se transformer dans l'acte même de connaître, de naître avec la vérité, de naître avec une nouvelle perception de la vérité. Et c'est cette voie de la transformation de soi qui est celle qui s'exprime dans cette tradition du soufisme dont l'émir Abdelkader était entièrement imbibé et imprégné depuis son plus jeune âge. Cette capacité qu'il avait et qu'il a toujours exprimée dans sa démarche spirituelle, d'allier entre, comme je le disais, une spiritualité profonde et un sens aigu de ce qui est social, de l'autre. Sa responsabilité sociale, politique, humaine, même dans la diversité la plus grande, pouvait avoir des valeurs les plus profondes, les plus éthiques, les plus humaines. Libérer des centaines de prisonniers. Tout simplement comme ça. Ce qui mettait évidemment ses adversaires dans une situation de stupéfaction. Et donc vous imaginez la libération de l'âme
qui puisse être celle d'apprendre cette chevalerie de l'esprit et d'être dans cette liberté. Et cette liberté n'a pas de temps. Et c'est pour cela que l'attitude et le comportement chevaleresque de l'émir Abdelkader, il est aussi en dehors du temps, puisqu'il a une signification pour nous aujourd'hui et plus que jamais pour nous aujourd'hui. En Syrie, il y a eu une sorte de menace de massacre contre les chrétiens maronites du quartier de Damas, n'est-ce pas? Et qu'à l'époque, encore une fois, on confondait très bien nationalité, religion et tout ça, ainsi de suite. Hein. Les chrétiens maronites, c'était plus proche du colonisateur que dans l'esprit de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et l'émir Abdelkader, il se levait avec ses fils et les armes à la main, il les a défendus. Il a fait ça parce que tout simplement ça fait partie de cet esprit chevaleresque dont on parlait et de la nécessité de cette solidarité entre les religions qu'il prônait en permanence et qui pour lui était évidente. Mais le fait simplement de le faire et de le vivre, encore une fois, de l'incarner dans l'action, a fait que le monde entier à cette époque avait fait un hommage à cet homme d'une stature exceptionnelle qui, et c'est un des aspects de la spiritualité aussi, de l'âme, de toute spiritualité, c'est d'incarner ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, je crois qu'on pense qu'on peut faire une sorte de dissociation totale entre ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire. N'est-ce pas? Et c'est cela qui a discrédité toute la politique. L'émir Abdelkader a mis la politique comme parmi les sciences suprêmes. Parce qu'il dit quel est le but de la politique? Ce n'est pas cette considération qu'on a aujourd'hui. Il dit quel est le but de la politique? C'est créer l'harmonie entre les gens dans une société. C'est créer la convivialité et la qualité de vie dans une société. N'est-ce pas? Et c'est de le réussir. C'est de vrai pour réussir véritablement cela. Donc c'est cela le sens de la politique. C'est avec cela que des gens comme l'émir Abdelkader vont pouvoir, dans le renseignement, nous réconcilier. Et c'est à cela que nous sommes invités à réfléchir. Et je vous remercie. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué sa charte des droits concernant les prisonniers. Ne doivent être touchés en aucune façon, ni concerner en aucune façon les populations civiles dans un conflit. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, c'est que tout prisonnier de guerre doit être traité dignement, c'est-à-dire à la fois matériellement et à la fois psychologiquement. Premièrement, est-ce que quand vous tuez quelqu'un, vous le tuez parce qu'il est infidèle? Montrez-moi un passage dans le Coran où c'est écrit. Deuxièmement, si vous agissez par vengeance et par ressentiment, vous ne défendez pas Dieu, mais vous défendez vos intérêts. Donc il faut lutter contre vous-même, parce que là vous devenez mauvais. Se place du point de vue d'une position métaphysique. C'est-à-dire que dans le fond, toute guerre n'a de sens qu'à être finie, qu'à être achevée. On fait la guerre pour avoir la paix. Et c'est sur ce principe-là est basé d'une certaine manière le respect du prisonnier ou de la personne. Tout un ensemble aussi de comportements. Lorsqu'on fait la guerre, il faut préserver la nature. On n'a pas le droit de détruire la nature dans un état de guerre. Par exemple, on ne peut pas empoisonner de l'eau pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. C'est pour ça qu'on peut se dire que malgré les progrès technologiques formidables qu'on réalise aujourd'hui, nous régressons sur le plan de l'éthique, n'est-ce pas? Et là, c'est le problème comment on peut dire, du savoir et de son application. Cette dissociation entre le fait de savoir une chose et de faire complètement autre chose. Un petit peu en savoir un peu plus sur la place qu'il accordait aux femmes. À l'époque de l'amour courtois, toute la poésie andalouse, toute la poésie de troubadour, toute la poésie ainsi de suite, avait beaucoup échangé avec le monde oriental, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, en quelque sorte, il y a eu la présence de cette culture du féminin au sein de la société et par voie de conséquence de la femme en tant que personne. En tant que personne et en tant que personne magnifiée, valorisée, avec une place particulière, et ainsi de suite. Dans la culture soufie, il y a une place particulière pour le féminin, d'une façon générale. C'est plus que la question de l'homme ou de la femme, c'est la question de l'aspect du féminin dans l'existence. Il avait dans son être cette dimension du féminin que l'on retrouve dans le soufisme, c'est-à-dire cette espèce de bienveillance, cette espèce
d'ouverture, cette espèce d'accueil, cette espèce de douceur. C'est vraiment la complémentarité de l'Orient et de l'Occident, c'est aussi la complémentarité de cette dimension entre le féminin et le masculin. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose dont notre époque est un peu mutilée, malgré tout. Nous, ceux qui sommes de culture, tout ce que vous voudrez française, nous ne savons pas tout ça. Tout ce que Abdelkader peut nous apporter, nous avons un aveuglement, nous avons un mur, nous n'imaginons pas tout ce qu'il peut nous apporter, qui nous sera utile non seulement dans la vie personnelle, mais dans la vie, je dirais, de nos villes, de nos villages, dans la vie même de notre pays. Il n'y a pas comme ça de super-héros qui sortent du néant et qui sont là pour nous faire les leçons. Je crois que c'est simplement une sorte de fraternité à travers le temps, c'est-à-dire de se nourrir de l'expérience des uns et des autres, lorsque ces expériences elles se font simplement dans la vérité, dans l'exigence du vrai. N'est-ce pas, j'allais dire, la qualité des prophètes que d'entretenir des relations sans intérêt? On parlait tout à l'heure de Nelson Mandela, qui est sorti de sa geôle et qui a été capable de pardonner. Donc, ma question c'est la suivante. Ne sommes-nous pas dans une époque où nous ne sommes pas capables de reconnaître les prophètes? Je dirais que vous avez dit une parole qui est quasiment prophétique tout à l'heure, en disant, au fond, c'est pas l'humanisme, c'est universel. Et moi, je vous rejoins très fortement là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, nous manquons d'universel, c'est-à-dire faire sauter les frontières, être capable de se comprendre, même quand on parle des langages différents, quand on a des origines différentes. Vous voyez, et je crois que c'est ça la perspective que nous devons très humblement faire, sans avoir des titres de ministre ou de je ne sais quoi. Le pouvoir du cœur, qui passe par l'esprit, le pouvoir du cœur qui peut justement atteindre dans l'échange simplement. Et je sais bien à quel point la simplicité n'est pas si facile, mais faire un effort dans la rencontre. Je vous remercie profondément d'être là. Et nous nous reverrons, j'espère, très bientôt pour l'éthique, pour l'état d'esprit, un chemin, un pas. Et merci de tout cœur d'avoir été présent. Concilier une activité, j'allais dire militaire entre guillemets, avec des sentiments éthiques très très forts, avec de la générosité, avec de la compassion, avec du partage. Je pense que le message consistant à instaurer d'une certaine manière une levée d'ignorance pour comprendre les dialogues fructueux qu'il y a eu entre l'Orient et l'Occident a bien été amorcé dans ce cadre-là. Effectivement, il y a un malaise entre les différentes communautés et donc je crois qu'il est urgent, par le dialogue, rapprocher les gens et se dire qu'on a énormément de choses, enfin on a plus de choses en commun que des choses qui nous différencient. Donc il y a énormément à apprendre et l'échange enrichit, de ne pas être dans le jugement et se questionner avant de questionner l'autre. C'est toute cette posture, ce travail sur soi et en plus ça me parle parce que je suis médiateur moi-même. Hoş olmayım, o yer menem kime